Salut, c'est Franck Taluto. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à l'ancien défenseur Sylvain Monceau. Pendant une heure, il a évoqué sa reconversion comme entraîneur, les hauts et les très bas de ses 4 années à Saint-Étienne, ou encore son expérience en Inde. J'en profite pour le remercier de la sincérité avec laquelle il nous raconte tout ça. Allez, sans plus attendre, de soutenir numéro 46, ça commence maintenant. Salut Sylvain. Salut Franck. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça me fait vraiment plaisir de faire cet épisode avec toi parce que tu fais partie des personnes avec qui j'appréciais de discuter de foot et de la vie de tous les jours quand tu jouais à Saint-Étienne. Je dois dire qu'on s'était un peu perdu de vue depuis, donc je suis très content qu'on puisse échanger aujourd'hui sur plein de sujets. Pour commencer, comment tu vas ? Tout va bien, merci. Ça me fait plaisir aussi de t'entendre et de pouvoir faire ce podcast avec toi. Ça fait quelques temps maintenant qu'on s'est pas vu ou parler, mais ça reste un bon souvenir. J'aimais aussi échanger avec toi à l'époque et ça rappelle de bons souvenirs, donc c'est bien. Tout va bien. Écoute, je suis maintenant sur Sochaux. Je suis installé là-bas depuis 6 ans maintenant. Et j'ai changé un petit peu d'orientation, un peu ma carrière de joueur. Je passais pas mal de formations et je suis aujourd'hui entraîneur sur la réserve de Sochaux, centre de formation. Et ben justement, on va y aller tout de suite parce que voilà, ton temps est précieux, donc on va rentrer dans le vif du sujet et commencer justement par le présent. Tout le monde ne le savait peut-être pas avant que tu le dises, mais tu es entraîneur de la réserve de Sochaux depuis bientôt 5 ans. Je dois avouer que c'est pas forcément un rôle entraîneur dans lequel je t'imaginais à l'époque où tu étais joueur. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es rapproché de ce rôle et ce qui t'a intéressé et plu là-dedans ? C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément un métier dans lequel je me destinais. C'est vrai que j'avais assez de recul par rapport au foot. J'avais aussi d'autres projets peut-être un peu extérieurs au football. Maintenant, la fin de ma carrière a eu une importance assez grande là-dedans, à savoir que j'ai eu besoin, moi, sur la fin de ma carrière, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais de reprendre un petit peu de recul par rapport au foot, de me sortir un peu de là. Et mon expérience en Inde m'a beaucoup aidé là-dedans. Et après, c'est vrai qu'en revenant, j'avais pris un temps pour moi pour voir un petit peu, faire le point j'ai vite ressenti le besoin aussi de retrouver le terrain, de retrouver un vestiaire, de retrouver des joueurs. C'est par ce biais-là que je suis arrivé à l'époque en 2016 à Saint-Chamond, où j'ai pu faire la transition entre le métier de joueur et cette découverte du métier d'entraîneur. Et c'est avec Frédéric Dugan, qui est aujourd'hui à Saint-Étienne, que j'ai pris un peu de plaisir, que j'ai retrouvé du plaisir justement dans le fait de venir à l'entraînement, de pouvoir à la fois jouer et aussi commencer à transmettre et avoir ce rôle d'adjoint que j'avais avec lui sur l'équipe première de Saint-Chamond à l'époque. Et cette relation avec lui, ça m'a donné envie de passer mes diplômes, d'aller chercher un peu de compréhension, de voir un petit peu l'autre côté de la façade. Je connaissais bien le côté joueur, j'avais aussi envie de découvrir le côté entraîneur, le côté transmission. Et petit à petit, au travers de formations, avec une expérience aussi après à la CBB à Boulogne-Billancourt sur des U19, en 2016-2017, j'ai passé le DES, donc ça m'a intéressé, les formations m'ont plu. Et derrière, j'ai eu la chance de faire une formation encore avec Denis Troche sur le management. Mmh. Et c'est une personne qui m'a, de par son parcours, de par son vécu, qui m'a apporté beaucoup de choses et qui m'a donné aussi encore plus l'envie d'être dans cette relation avec des joueurs, de pouvoir. Il m'a convaincu du fait que de par mon parcours, de par ma façon de voir les choses, que j'avais des choses à transmettre et des choses à apporter aux jeunes notamment. Donc
j'ai plongé là-dedans et c'est quelque chose qui me plaît encore aujourd'hui, qui m'anime parce que ça, c'est jamais, y a rien qui est jamais acquis, il y a toujours une remise en question à faire. On apprend sur soi-même, on apprend beaucoup de choses et c'est aussi, on a cette satisfaction de pouvoir aider des gamins qui sont aujourd'hui sur la réserve dans le dernier palier avant de devenir des joueurs professionnels ou avant de quitter le monde du football professionnel. Donc il y a des choses, il y a des relations qui se créent, il y a beaucoup de satisfaction à accompagner ces jeunes-là aujourd'hui. Et justement, je voulais te demander ce qui te plaisait le plus dans ton quotidien, puisque je disais presque 5 ans avec la réserve, ça veut dire que c'est quelque chose où tu prends plaisir. C'est quoi? C'est justement d'envisager les séances, c'est le relationnel dont tu parlais, c'est le management, c'est le jeu en lui-même, c'est la compète. Qu'est-ce que c'est qui te plaît jour après jour? C'est un ensemble de choses. Je pense que c'est de découvrir au début de saison un nouvel effectif avec des joueurs qui arrivent soit des plus jeunes, des U19, U17, soit des joueurs qui arrivent en post-formation de l'extérieur. Et c'est de faire, d'avoir un effectif au début de saison et puis de se projeter un an après, parce que la réserve, c'est souvent un an, voire 2 ans, mais c'est de se dire, il y a des joueurs qui ont des talents, qui sont vraiment doués, donc qu'on a juste besoin d'accompagner, mais il y en a quelques-uns aussi qui ont pas révélé encore tout leur potentiel, et d'arriver à amener ces joueurs-là à envisager une carrière professionnelle, à leur faire prendre conscience de leur qualité, c'est quelque chose qui est satisfaisant, parce que des fois on part de loin et on a des surprises, et c'est ces joueurs-là qui vous apportent qui rapportent le plus de satisfaction, parce que mon rôle, c'est d'amener le plus possible vers les pros, en sachant que tous n'y arriveront pas. Mais c'est aussi d'accompagner ceux qui ont le plus de talent, de faire naître ou révéler certains potentiels qui ne sont pas encore éveillés. Et c'est aussi pour ceux qui vont nous quitter de leur faire comprendre qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, qu'il y a aussi d'autres choses à faire, et qu'on peut être amené aussi à faire des carrières à un bon niveau, et tout en ayant un job à côté, en étant heureux dans la vie. Donc c'est vraiment c'est leur apporter de par ma petite expérience, parce que j'ai eu un parcours de joueur, parce que j'ai aussi des expériences de vie qui sont pas forcément communes. Donc c'était un peu de faire le tri dans tout ça pour pouvoir en tirer le positif et le transmettre par ailleurs. Vu que tu es un peu à cheval entre le foot de jeunes et le foot d'adulte, tu te considères aujourd'hui, quand on te demande ce que tu fais, comme entraîneur ou formateur? Je suis un peu les deux. Je pense que sur la réserve, on est encore formateur, parce qu'on on fait beaucoup de social, entre guillemets, parce qu'il faut aider les gamins, alors les former sur le côté football, il faut aussi les former sur tout ce qui est à côté maintenant, avec des générations qui à la différence des nôtres, ont beaucoup de possibilités de s'évader, de découvrir, d'animer leur curiosité. Nous, c'est vrai qu'on était à l'époque, il y avait beaucoup de football, on était concentré terrain, en dehors on se reposait. C'était c'était une routine bien établie. Aujourd'hui, ils ont tellement de sollicitations, les réseaux sociaux, les médias, les copains, il y a beaucoup de choses pour les sortir un petit peu, entre guillemets, du foot. Donc c'est aussi les éduquer par rapport à ça, parce qu'au final, le terrain reste le même, les exigences restent les mêmes. Et après, donc t'as ce côté formateur, et t'as aussi ce côté entraîneur, parce que sur la post-formation, il faut garder la réserve à un certain niveau de compétition, et puis on est aussi obligé de les préparer à la compétition. Donc quand le match arrive, bien sûr il y a le contenu qui est important, mais il y a aussi cette notion de résultat. Il faut essayer tous les matchs de les gagner, quoi. On joue pour les gagner. Je pense que les jeunes, quand ils commencent à avoir 17, 18, 19 ans, ils ont aussi dans cette logique de vouloir jouer pour gagner. Tu les aides à se construire, mais j'imagine que toi aussi, tu continues à te construire comme entraîneur jour après jour. Par rapport à ceux que tu as connus en tant que joueur, par rapport à ta personnalité, idéalement, tu voudrais être quel type de coach? C'est un peu bateau ce que je vais dire. Il y a beaucoup de joueurs qui disent ça quand ils se reconvertissent entraîneurs. C'est vrai qu'on a tendance à prendre un petit peu de chaque coach, mais je pense que de se faire sa propre expérience au travers des formations, au travers du vécu avec les joueurs en tant qu'entraîneur, on se découvre, comme tu dis, tous les jours. C'est quelque chose de nouveau. Alors, quand on est quelqu'un comme moi, avec du recul et au départ timide, c'est vrai que il y a des fois, il y a des périodes de doute, il y a des périodes où on est plus rassuré, il y a des périodes où on est plus sûr de soi. Je pense que ça m'a appris à avoir quelques convictions aussi, de faire un petit peu de mieux comprendre aussi, moi, comment je voyais mes différents entraîneurs en tant que joueur, de mieux aussi les comprendre en tant qu'entraîneur, parce qu'on s'aperçoit que
c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences, c'est aussi beaucoup d'ingratitude parfois parce qu'on est, on est souvent face à ces joueurs et on donne beaucoup aux joueurs et souvent les joueurs il y en a qui le rendent, mais faut beaucoup donner, faut pas attendre de recevoir beaucoup, mais on est là pour les accompagner, pour les aider et puis les joueurs ont cette reconnaissance. Moi, je me suis aperçu sur le petit recul que j'ai de 5 ans, c'est que les joueurs ont la reconnaissance un petit peu plus tard. En fait, c'est une reconnaissance un petit peu décalée. Donc, quand ils commencent à prendre de la maturité, ils se rendent compte qu'on leur a apporté des choses. Donc, c'est assez satisfaisant. Mais après, oui, il y a des coachs que j'ai appréciés en tant que joueur. Il y a des coachs que j'ai appréciés parce que c'était des coachs qui avaient des notions tactiques, des notions d'entraînement qui étaient très, très élevées, très intéressantes. Il y en a d'autres, c'est plus pour le management et la relation humaine. Mais ce que j'en ressors moi en tant que joueur, c'est que j'avais besoin, moi, en tant que joueur, d'avoir ce contact avec l'entraîneur et surtout d'échanger au-delà du foot et d'avoir cette proximité humaine qui pour moi reste essentielle et que j'essaie aussi aujourd'hui de retransmettre avec mes joueurs. Parmi ceux que tu as connus, je vais en citer rapidement ceux que j'ai en tête: Jean Fernandez, Guy Lacombe, Gérard Houllier, Christophe Galtier à Saint-Étienne. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui voilà, t'a plu par sa façon de travailler, de s'intéresser à vous tous les jours? Ouais, je pense que celui qui m'a révélé, c'est Guy Lacombe, qui m'a révélé, avec qui j'ai eu, même si j'avais joué un petit peu avec Jean Fernandez, c'était quelqu'un de plus directif, c'était plus dur, plus exigeant, un petit peu plus distant. Guy Lacombe, c'est quelqu'un qui avait un haut niveau tactique et qui arrivait facilement à nous le faire assimiler. Et c'est quelqu'un avec qui, encore aujourd'hui, j'ai plaisir à discuter. Il y avait aussi Alain Blachon qui est passé aussi par Saint-Étienne, mais qui était déjà avec nous à Sochaux. Donc voilà, c'est des personnes aujourd'hui que je recroise et avec qui j'ai toujours plaisir à discuter, avec qui on a eu des résultats en plus à l'époque qui ont marqué l'histoire du club. Donc voilà, ça c'est des super souvenirs, c'est des personnes que je remercierai jamais assez, voilà, parce qu'ils m'ont apporté énormément de choses. Christophe Galtier aussi, même si ça s'est mal terminé sur la fin, c'est quelqu'un qui était, quand il était adjoint ou quand il a repris l'équipe de Saint-Étienne, qui était assez proche des joueurs avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger et qui s'est construit au travers de notre équipe au départ parce qu'il était adjoint, il est passé entraîneur un petit peu en remplacement d'Alain Perrin où ça s'est fait un petit peu rapidement. Il était pas forcément tout à fait prêt au départ et il servait beaucoup des échanges avec les joueurs un peu plus expérimentés. Et c'est vrai que pendant deux ans et demi, on a eu une bonne relation. Donc voilà, et puis après voilà, mais même des entraîneurs que j'ai pas connus, que j'ai pu côtoyer, je pense à Jean-Louis Gasset que j'ai pu côtoyer, qui est passé par Saint-Étienne, qui a laissé un bon souvenir. J'ai pu observer que les coachs qui étaient proches des joueurs et qui savaient avoir noué ce lien de confiance entre eux, avec eux, c'était souvent eux qui avaient des bons résultats. Le haut niveau, tu l'as un peu expérimenté en fin de saison passée avec Sochaux, puisque tu avais été nommé avec Pierre-Alain Fro pour finir les, je crois, 3-4 derniers matchs de Ligue 2 avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé et sur lequel on reviendra un petit peu après. Mais est-ce que cette expérience, même si elle a été courte, ça t'a donné envie d'aller voir plus haut? Ouais, c'est quelque chose qui peut être qui est envisageable. Je suis toujours dans dans un développement personnel, dans un développement on essaie toujours d'être dans l'excellence. Donc, il me resterait une formation à faire, c'est à savoir le BEPF pour pouvoir entraîner des joueurs professionnels. Donc, c'est pas quelque chose auquel je suis fermé. Aujourd'hui, je suis bien sur la formation. Je viens de passer le formateur l'année dernière. Donc, j'ai fait une année de danse aussi l'année dernière avec la formation. J'ai obtenu le diplôme et donc aujourd'hui, je suis dans cette phase où j'essaie d'essayer des outils, de tout ce que j'ai pu apprendre la semaine dernière, tout ce que j'ai pu voir aussi dans d'autres centres de formation, d'autres fonctionnements avec d'autres coachs. Essayer de faire ma petite tambouille, comme on dit. Et puis après cette expérience, déjà, ça a prouvé que le club avait confiance en nous. Je pense moi, je suis aussi souvent en relation avec différents coachs parce qu'en étant sur la réserve, je suis amené à être en relation beaucoup avec le staff pro. Donc, j'ai connu le coach de Mardaf, de Olivier Guégan et là aujourd'hui d'Oswald Tanchot avec qui ça se passe bien. Et voilà, donc on apprend aussi à la fois au centre de formation, mais aussi au contact des staff pro. On voit comment ça fonctionne, on voit aussi les différences qu'il peut y avoir, notamment quand on est avec une équipe pro, on est plus centré sur le résultat. Il y a une gestion d'effectifs, un management à avoir qui doivent être efficients pour obtenir des résultats. Donc c'est un autre travail, je pense, mais c'est quelque chose qui me plairait aussi, même si je sais que
voilà, il faudrait être encore plus pointu sur le management parce qu'au niveau, ça, c'est très important et le temps est limité, notamment aujourd'hui dans le football actuel. Donc il faut être, je pense, prêt à pouvoir faire ce genre d'expérience. Il faut être prêt aussi à se préparer à l'échec aussi bien qu'à la réussite parce que c'est un travail qui est particulier, mais c'est quelque chose qui pourrait être attrayant. Je disais juste avant, à Sochaux, l'été 2023 a été très compliqué. Le club a failli disparaître. Finalement, vous êtes reparti en N1 avec une équipe assez jeune. Est-ce que tu peux nous parler de cette situation où vous en êtes 6-8 mois après? Et puis si justement, avec le fait de devoir repartir avec des jeunes, ça a eu un impact sur toi, ce que tu fais avec la réserve? Ouais, alors le club a eu un été assez compliqué. On a failli disparaître. On a tous été un peu surpris au départ après les passages à la DNCG l'été dernier. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dettes au club, que la gestion avait été mal effectuée. Du coup, il y a eu pas mal de changements et le club a réussi à être sauvé avec le retour de Jean-Claude Plessis et de Pierre Ventier. Donc c'est plus des actionnaires locaux qui ont accepté de mettre de l'argent dans le club, donc on a pu repartir. Donc on est reparti en National 1, ce qui a permis de sauver le club. Nous, on a été impactés au centre de formation parce qu'on n'a pas eu de période de préparation parce qu'on a su je sais, le 20 août, je crois qu'on pouvait repartir en National 3, D'accord. Notamment sur la réserve et les championnats de jeunes. Donc on a commencé le championnat le 27 août. Donc là, on a ramené les gamins le 19 août pour reprendre le 27. Avec une semaine d'entraînement, on a commencé le championnat. Donc on n'avait pas de préparation, pas de matchs amicaux. Entre-temps, moi, j'avais la moitié de mon effectif qui avait repris avec l'effectif professionnel en N1 et qui est resté avec eux jusqu'à fin septembre, donc début octobre, le temps qu'ils recrutent d'autres joueurs pour l'équipe première. Donc il a fallu, en récupérant ces garçons-là, faire tout un travail parce qu'ils ont, même s'ils comprenaient dans le fond le fait de revenir avec le centre de formation parce qu'il y a d'autres joueurs plus expérimentés qui étaient arrivés. Dans les faits, c'est pas aussi simple que ça et il y a eu un contre-coup qui dure encore pour certains 6 mois après. Donc c'est toute une gestion à avoir et de ramener les joueurs à être eux qui ont goûté un petit peu ce milieu professionnel parce qu'en plus il y avait l'engouement des supporters et on sait que les supporters à Sochaux dans cette période-là ils ont été très très importants, très actifs, donc ça donne envie aux joueurs et ils se sentent dans un petit confort. Ils touchent le niveau professionnel. Il y en a certains qui ont commencé des matchs de N1 en début de saison alors qu'ils n'étaient pas programmés pour ça, donc voilà, ils ont franchi une marche un petit peu à cause ou grâce aux circonstances, mais qui n'était pas forcément, qui était un petit peu trop rapide pour eux. Et du coup, il a fallu les reprendre en National 3 et les ramener un petit peu sur terre, entre guillemets, et les refaire travailler. Mais il y a eu une période d'adaptation et de latence qui a été pas facile à vivre pour eux. Donc voilà, ça nous a donné encore plus de travail, entre guillemets, sur cet aspect psychologique et ça aussi alors c'était pas facile mais c'était aussi intéressant et c'était aussi une période dans laquelle on a pris plus du plaisir parce qu'il a fallu s'adapter, il a fallu être toujours disponible pour eux et surtout essayer de rappeler du temps pour les ramener pour pas qu'ils perdent trop de temps sur cette saison. Dessous de verre, c'est un podcast de foot qui a évidemment un lien avec Saint-Etienne où tu as joué 4 ans, 2008-2012. Ouais. On peut dire, je pense que tu me contrediras pas forcément, que c'est peut-être pas tes meilleures années au niveau individuel et collectif. Malgré tout, tu retiens quoi de ces 4 ans ici? C'est sûr que c'est pas mes meilleures années au niveau individuel parce que sur les 4 ans, j'ai pas joué. J'ai fait une saison complète, je crois. Après la dernière saison, on avait été mis à l'écart. C'était la période du loft. La première saison, ça avait bien démarré en 2008 quand je suis arrivé parce que j'avais joué 6 mois au départ avec Laurent Rousset notamment. Après, je m'étais blessé au tendon d'Achille. Après, j'avais eu un petit problème personnel aussi dans ma vie privée, donc qui m'avait amené après à pas jouer pendant presque 2 ans. Donc oui, c'est pas des bons souvenirs au niveau individuel, mais au-delà de ça, c'est pas un bon souvenir de vie parce que j'ai été marqué sur ces années-là. J'ai une période qui m'avait sorti un petit peu du foot et
Et c'est pas quelque chose que j'avais choisi, c'est pas quelque chose que j'avais programmé, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus brutalement, et forcément ça a eu un impact sur mes années de football, et c'est un peu le regret. Enfin, on peut pas regretter, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça a forcément un impact, parce qu'au-delà du joueur du foot, je reste un humain, que j'ai été marqué par ça. Mais après, au niveau collectif, j'ai quand même si on a eu une bonne saison, je crois, en 2010-2011, avec notamment la victoire dans le derby. Donc c'est cette saison-là où j'ai pu être beaucoup sur le terrain, où j'ai pris beaucoup de plaisir avec mes partenaires. Maintenant, même sur les 4 ans, j'ai encore plaisir à revoir tous les joueurs que j'ai côtoyés à cette époque-là, parce que voilà, ça reste marquant quand même de jouer à Saint-Etienne. Et puis les coéquipiers que j'ai pu avoir sur ces 4 ans, il y avait des bons mecs. Donc voilà, ça reste quand même des bons souvenirs à ce niveau-là, même si j'aurais préféré faire 4 saisons pleines et enchaîner les matchs et faire beaucoup plus de matchs, parce que même ça a eu un impact à la fois sur Saint-Etienne, mais tout ce que j'ai vécu aussi la dernière année là-bas, ça a eu un impact sur la fin de ma carrière, et c'est pas quelque chose c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter, parce que je considérais que c'est une grosse injustice, et j'ai eu du mal à accepter sur les dernières saisons, et je pense que je méritais de finir d'une meilleure manière ma carrière, et surtout de jouer plus longtemps, quoi. Tout ça, on va en parler et y revenir si tu le veux bien. Juste histoire de faire un peu de chronologie et de reprendre les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux me raconter comment on vient de chercher à l'époque Saint-Étienne vient de retrouver l'Europe, c'est la première fois depuis 26 ans. Vous avez été sa victime avec Monaco, avec une grosse soirée, une grosse ambiance. Est-ce que ça fait partie des éléments qui t'ont amené jusqu'ici ? Ouais, alors je me souviens de ce match, on perd 4-0, je crois. C'est ça, ouais. Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps avec Monaco. On était venu à Geoffroy Guichard. Il faut savoir que, en fait, Monaco, on était déjà sauvés. Nous, c'est la dernière journée de championnat. Il y avait pas mal de joueurs de Monaco qui s'étaient mis un petit peu en arrêt, soit en petite blessure, soit ils avaient laissé partir les joueurs sud-américains à l'époque, avant la fin de championnat, qui avaient eu l'accord du président pour rentrer chez eux. Donc on s'était pointé à Geoffroy Guichard avec une équipe assez amoindrie, et avec des jeunes joueurs. Et je me souviens le président à l'époque, Gérard de Bontin, nous avait remercié d'avoir fait le déplacement, parce on s'était déplacé pour le club, alors que beaucoup de joueurs étaient partis déjà avant. Et on savait que voilà, c'était le match de la qualification pour Saint-Etienne, et on avait subi la vague verte rapidement dans le match. Et voilà, et en sortant, j'avais croisé Patrick Guillou qui était là, qui m'avait dit que le club allait recruter. Et puis j'en avais rigolé avec lui, j'avais dit on verra, peut-être, pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est la première fois que je rencontrais le président Cayazo, juste aussi à la sortie du match. D'accord. Qui m'avait dit on reprendra contact. Et puis voilà, après le temps est passé, il y a eu les vacances. Moi, j'ai repris avec Monaco. Il me restait 2 ans de contrat avec Monaco, et puis j'étais parti en stage à Vichy à l'époque, et durant ce stage de préparation à Vichy, j'ai été contacté par mon agent, qui m'a dit que Saint-Etienne était intéressé. Je sais aussi qu'ils étaient sur un autre défenseur central qui était Sébastien Puy-Grenier, je crois, à l'époque. Exact. Et donc voilà, je savais qu'il y avait voilà qui cherchait un défenseur central. Après, j'avais cru comprendre que Sébastien était la priorité, qu'il devait signer rapidement là-bas. Ça s'était pas fait. Et puis après, ils sont revenus vers moi, et c'est Luxonor qui m'avait appelé la première fois en me disant qu'il voulait absolument que je vienne au club. Laurent Rousset aussi était content que je puisse venir. Donc il m'avait appelé plusieurs fois. Le président m'avait appelé, il m'avait convaincu. Et puis je savais qu'à l'époque, j'étais bien à Monaco, ça se passait bien. Après, c'est vrai que ça enrouait un petit peu. Et puis ce qui m'a vraiment motivé, c'était l'aspect football. C'était de dire Saint-Etienne retrouve la Coupe d'Europe, il y a de l'ambiance, ça va être une super expérience. Et il y avait encore une super équipe à ce moment-là, et j'avais suivi un peu ce qu'ils avaient fait la saison d'avant. Et c'est vraiment le fait de pouvoir jouer avec des Feindouno, des Baffé, et cette dynamique d'équipe avec Laurent Rousset, que j'appréciais aussi, et Luxonor, que je connaissais. Donc c'était ça qui m'a motivé à les rejoindre. Donc je suis arrivé là-bas, je crois, au mois d'août, juste avant le premier match de championnat, il me semble. Et puis voilà, l'aventure, je me voyais déjà, je m'étais projeté dans une belle aventure, notamment du fait de retrouver la Coupe d'Europe avec Geoffroy Guichard plein, de retrouver aussi un stade où il y avait beaucoup de public par rapport
à Monaco, même si à Monaco j'ai adoré parce que j'ai joué, j'ai passé de superbes années. Mais c'était ce côté-là, ouais, ce côté challenge, Coupe d'Europe qui m'a amené à aller à Saint-Etienne. Et j'ai vite déchanté parce que au final, moi je pensais que tout était clair et rose dans le club et je me doutais pas et j'avais pas été informé qu'il y avait déjà à l'époque des dissensions, des petits problèmes entre la direction et le staff en place. Et je me suis vite rendu compte que c'était le cas et que ce qu'on m'avait vendu comme projet, c'était pas forcément la réalité, à savoir qu'un joueur comme Pascal Feindouno était en instance de départ, je ne savais pas non plus. Donc le fait que Pascal parte, ça a eu une incidence aussi sur le rendement de Bafé Gomis, qui savait pas que Pascal allait partir. Et je pense que ça a eu cette première cassure avec le vestiaire. Et moi, en arrivant là, je sais que je me souviens d'avoir été déçu de savoir que Pascal allait partir, alors qu'un mois avant, je le savais pas. Et j'avais vite pris conscience que ça pouvait avoir une influence sur le rendement de cette équipe-là. Et après, je me suis rendu compte que le coach était en situation difficile aussi avec cette direction. Je me souviens qu'il avait un peu bunkerisé le centre d'entraînement, enfin le vestiaire des pros, et que on sentait déjà qu'il y avait un problème avec la direction, et malheureusement ça s'est vérifié par la suite. Mais c'est vrai que 2 mois avant, j'étais pas du tout au courant de toute cette situation, donc ça m'a un peu perturbé à cette époque-là. Et puis après, il y a eu l'arrivée d'Alain Perrin, et très vite, moi, même si j'ai continué à jouer, j'ai eu ce problème-là dans ma vie privée qui arrive au mois de janvier, donc c'est venu très vite. Et après, ça a été plus compliqué par la suite. Comment tu expliques, parce que tu l'as dit et je vais compléter, il y avait quand même une équipe jeune et talentueuse, Loïc Perrin, Bafé Gomis, il y avait Dimitri Payet, Blaise Matuidi, Johan Benalouane, enfin, et j'en oublie. Et vous avez été performant en Coupe d'Europe. Par contre, c'était très compliqué en championnat. Comment tu expliques? C'était justement qu'il y avait trop de jeunesse, c'était ces problèmes extrasportifs. Comment tu l'expliques? Non, je pense qu'on avait. Moi, quand je suis venu, c'était pour être avec Laurent Rousset. Et je pense qu'il y a une majorité du vestiaire qui s'entendait bien avec ce coach, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était déjà, qui avait Saint-Etienne dans la peau, et qui était pour moi très proche de ses joueurs, qui avait une relation assez étroite avec ses joueurs et qui faisait du bien aux jeunes joueurs. Et après, je pense qu'un garçon un joueur comme Pascal avait aussi son influence dans ce vestiaire-là, parce qu'il était à la fois talentueux, il était à la fois le grand frère et un peu le leader technique de cette équipe, et qu'il avait cette capacité à dédramatiser certaines situations et à rendre le football un petit peu plus facile. Donc des fois, quand on est jeune, on se met un petit peu la pression, on joue à Geoffroy Guichard, il y a du monde, etc. Et quand on a un joueur comme ça qui débloque des situations et qui, dans le quotidien, c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un qui t'amène le sourire, qui est toujours positif. Et je pense que le fait qu'il parte, c'était un peu le grand frère qui partait, le grand frère du vestiaire. Et je pense que ça a eu une incidence quand même sur pas mal de jeunes joueurs pour qui il était une référence, quoi. Je pense que ça a joué aussi là-dessus. Et après, c'est vrai qu'on a eu Alain Perrin qui arrive aussi avec une autre façon de manager, une autre façon d'entraîner. C'était complètement différent. Et après, malheureusement, dans le foot, même si en Coupe d'Europe ça se passait bien, même si on avait des super joueurs qui avaient besoin encore d'être encadrés, je pense que ces jeunes-là qui avaient d'énormes qualités, on les a mis aussi rapidement dans des rôles de leader, alors qu'il manquait peut-être un petit peu de joueurs d'expérience aussi pour les accompagner davantage. Donc voilà, après sur le championnat, c'est tout le monde. C'est déjà difficile de jouer en Ligue 1 quand on est Saint-Etienne, parce qu'on est attendu partout. Quand on a un effectif aussi jeune, qu'il y a l'enchaînement des matchs avec la Coupe d'Europe, qu'il y a aussi les attentes des supporters, un nouveau coach qui vient d'arriver. Enfin, c'est beaucoup de choses en peu de temps pour des jeunes joueurs, et il faut du temps pour que ça se mette en place, et ça s'est mis en place après avec le temps. Et même s'il a fallu cette année-là se sauver à la dernière journée, je crois. À domicile, il me semble. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qui a servi à ces jeunes joueurs pour la suite, pour prendre plus de maturité, plus d'expérience sur le terrain. Et derrière, ils sont devenus des vrais leaders et des vrais grands joueurs. Toi, tu as expliqué que tu avais connu un drame personnel. Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est de l'intime. Juste, je me permets de l'évoquer parce que tu as parlé de la santé mentale du footballeur dans une interview là, il y a quelques temps à Nice Matin. Juste pour cadrer la chose, est-ce qu'on peut mettre le terme de dépression sur ce que tu as connu à l'époque?
Dépression, ouais, c'est vrai que c'est simple. Hein, c'est en janvier 2009, j'ai perdu une personne très chère qui me rendait visite, donc avec qui sur un accident de voiture, avec qui je parlais 1 heure avant. Donc voilà, j'ai passé une soirée sans avoir de nouvelles. J'ai eu la nouvelle que le lendemain matin. Je me souviens après l'entraînement à l'Etra, c'était un dimanche 25, c'était le 25 janvier, dimanche 25 janvier. Donc voilà, après ça m'a plongé, oui, parce que quand on perd, c'est un deuil, hein, c'est quelque chose qu'on n'est pas préparé à vivre, que moi j'avais jamais vraiment vécu personnellement, à part sur des grands-parents, des choses comme ça. Mais quand ça touche à cet âge-là une personne qui avait mon âge aussi à l'époque, et on s'attend pas à ça, donc on est plongé dans un monde qu'on connaît pas, et on est plongé dans un quotidien auquel il faut s'adapter, mais qu'on maîtrise pas. Et quand on sait l'importance du bien-être et l'importance d'être bien dans sa tête et dans son corps quand on est sportif de haut niveau, quand on est plongé dans une situation comme ça, c'est pas facile, parce qu'on se retrouve à devoir bien figurer quand on est à l'entraînement, et quand on est il faut toujours rester, ce qu'on disait, essayer d'être compétitif, essayer d'être performant, essayer de rien montrer sur ce qu'on ressent réellement. Et malheureusement, le quotidien, quand on est quotidien de joueur de foot, c'est beaucoup à l'entraînement, mais aussi c'est beaucoup chez soi. Et à l'époque, moi, j'étais tout seul chez moi, donc il y avait deux côtés en fait. Il y avait le côté où j'étais à l'entraînement, j'essayais de montrer que j'étais fort et qu'il fallait faire face. Et il y avait le côté, je rentrais dans ma voiture sur le centre d'entraînement et que je franchissais le portail, il y avait quelque chose comme une chape de plomb qui me retombait dessus, et je redevenais malheureux en fait. Donc c'était après, il fallait gérer ça le soir, il fallait gérer ça jusqu'au retour de l'entraînement le matin, et retrouver du boost pour aller s'entraîner, et puis retourner un petit peu dans la difficulté après l'entraînement. Voilà, c'était une période assez compliquée. Et ça a duré dans le temps. Donc, forcément, ça a pas tenu au niveau musculaire, au niveau santé, puisque je me suis souvent blessé à cette époque-là. Et avec le recul, c'est des blessures qui m'ont fait du bien, parce qu'au final, là, j'avais besoin de me blesser pour pouvoir me reconcentrer par ailleurs, et pour essayer de reconstruire un petit peu ma personne, ce que je pouvais ressentir, et faire ce deuil sur le temps avant de pouvoir envisager de rejouer au foot simplement, quoi. Mais c'est vrai que quand on est compétiteur, on se rend pas compte de ça, et on a envie la première réaction qu'on a, c'est de se dire, c'est le foot qui va vous ramener là-dedans, c'est le foot, je vais donner toute l'énergie que j'ai, je vais la donner au foot, mais malheureusement, ça marche pas comme ça, quoi. Sans doute, alors je m'avance peut-être un peu, mais que dans les staffs de l'époque, il n'y avait pas autant de prise en compte de l'aspect mental, psychologique. Comment toi, tu as été accompagné à Saint-Étienne sur cette période-là ? Est-ce que tu en as parlé déjà ou pas forcément ? Ouais, j'ai pas eu le choix d'en parler, parce que je suis arrivé le matin, je me suis effondré à l'entraînement, je suis arrivé, voilà, donc ils ont tout de suite compris. J'ai été pris en charge, moi, par Tarak Bouzabia, qui était médecin à l'époque, qui est toujours médecin, et qui m'a accompagné sur les 4 saisons où j'ai passé, sur les 3 saisons qui me restaient à passer là-bas. Donc ça a été qui encore je suis en contact aujourd'hui. C'est une personne qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis aussi de refaire ma belle saison en 2010-2011, parce que c'est beaucoup grâce à lui que j'ai réussi à trouver les ressources pour retourner sur le terrain, alors que j'ai vécu pas mal de choses compliquées avant. Après, au niveau du staff, oui, il y a Christophe Galtier qui m'a accompagné un petit peu en tant qu'adjoint, qui était là pour discuter avec moi, même si ça restait assez distant. Et c'est Alain Perrin qui était beaucoup plus, lui, en tant que manager d'équipe. C'est quelque chose qui l'a affecté, je pense, au départ. Après, lui, sa perception, c'était que 4 jours après, il fallait que je sois sur le terrain. Ouais. Et il fallait que je m'entraîne, et que c'était par le foot que j'allais m'en sortir. Donc forcément, au départ, moi en tant que joueur, je l'ai cru, donc j'ai essayé de bien faire, mais finalement, je me suis vite aperçu que j'ai enchaîné les blessures sur blessures musculaires, donc j'étais pas prêt à revenir à ce niveau d'entraînement et de compétition. Donc voilà, après ça a été avec Alain Perrin, on a dû en parler au départ, et après on n'a plus jamais reparlé par la suite. Galtier, oui, on en a parlé. Après, il savait un petit peu ce que j'avais vécu. Je pense qu'il a été malheureux pour moi. Après, c'est vrai que on oublie. Quand on est concerné par ça, on n'oublie pas si vite, mais les alentours, on oublie vite. Je me souviens d'avoir des réflexions. C'est pas grave, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Ça va. C'est comme si c'était un remplacement à la 75e minute, quoi. Donc il y avait des paroles que je me souviens encore aujourd'hui, qui étaient assez maladroites. Maintenant, je sais
avec le recul que quand on est dans cette situation-là, c'est un travail personnel et même si on peut être accompagné, les gens vont pas être à votre place, les gens vont pas comprendre ce que vous avez vécu, les gens vont pas la connaissance de la relation que vous avez avec la personne. Donc c'est quelque chose qui est personnel et ça prend du temps. Malheureusement, c'est un cycle et ça prend du temps. Et quand on est confronté pour la première fois à ça, on n'a pas conscience de ça. Et quand on est dans une carrière de joueur qui est limitée dans le temps, on n'a pas de temps à perdre entre guillemets. Et malheureusement, il y a un temps qu'on peut pas compresser et qu'il faut respecter. Et c'est ce que j'ai vécu un peu sur la fin de ma carrière. Alors bien sûr que aujourd'hui, si ça arrivait à un de mes joueurs, on parle de transmission, si ça arrivait à un de mes joueurs, je pense que mon attitude envers lui, elle serait différente de celle que j'ai pu constater des dirigeants et des entraîneurs de l'époque, ça c'est certain. Ouais, j'avais prévu de te poser la question, c'est un domaine sur lequel tu es vigilant avec tes jeunes, l'aspect mental? Ouais, je suis vigilant. Je pense que c'est primordial. Après, c'est con, mais voilà, un joueur de foot, il a besoin, comme dans n'importe quel métier. Je pense que quand on prend plaisir à faire son métier, qu'on est passionné, qu'on a envie de donner le meilleur et qu'on se sent bien, c'est la base. Quand on est bien mentalement, quand on est bien dans son corps, quand on se sent en forme et plein de dynamisme, c'est comme ça qu'on arrive à être performant. Et les joueurs ont besoin de ça, les joueurs ont besoin de confiance, les joueurs ont besoin de sentir qu'ils ont des capacités, ils ont besoin d'avoir les outils pour les mettre en action. Et ça, c'est un rôle c'est le rôle de l'entraîneur et le rôle de l'accompagnant, parce que tu as certains joueurs, ils vont pas se poser la question, ils vont naturellement être toujours capables de mettre sur le terrain leur potentiel, et puis tu en as d'autres, il faut les amener, il faut leur donner de la confiance, il faut leur montrer par A plus B que en faisant telle ou telle chose, ils vont y arriver. Et puis il y a des joueurs qui l'assimilent plus ou moins lentement, donc c'est là notre rôle, mais l'aspect mental pour moi il est primordial. Alors moi, ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Puis heureusement, c'est rare. C'est pas, quand on a cet âge-là, c'est pas des choses communes. Ça doit arriver, 2-3 fois sur 10 ans pour des joueurs de foot, peut-être, je sais pas. Mais c'est pas des choses communes. Mais c'est poussé à l'extrême. Mais c'est un engrenage psychologique qui peut être utilisé pour moi aujourd'hui pour régler des problèmes moins grave entre guillemets. Peut-être pour aider d'autres personnes qui pourraient connaître un événement un peu similaire, est-ce que tu peux expliquer comment toi tu as réussi à peut-être pas en sortir, mais au moins à reprendre une vie, le cours de ta vie? Le temps, je pense que le temps est nécessaire. Après, au niveau, le foot m'a aidé dans ma dernière saison 2010-2011, que je me souviens à l'époque sur ce mercato, tu étais là, tu as dû suivre, mais le club voulait m'envoyer à Hyères-Toulon à l'époque, à Hyères je crois, qui était en Ligue 1 aussi, il me semble, à Hyères, ouais, où il y avait Robert Duverne qui était entraîneur. C'était Arles-Avignon, physique de l'équipe. Arles-Avignon, pas hier, Arles-Avignon plutôt. Ouais. Arles-Avignon qui était en Ligue 1, c'était Robert qui était préparateur physique, que j'avais connu moi à Lyon, et donc qui voulait me récupérer. Et je me souviens à l'époque, on avait Damien Comoli qui était au club, tu avais l'ensemble de la direction qui voulait, Monsieur Romeillet, Damien, qui m'expliquait qu'il fallait que je parte de Saint-Étienne, qu'il fallait que je parte absolument, et qui voulait m'envoyer à Arles. Et je me souviens, peut-être en 4 fois, c'est la première fois que je me suis retrouvé dans le bureau de Romeillet, qui m'avait reçu pour m'expliquer qu'il fallait que je parte. Et moi, je lui avais dit que non, peut-être que je voulais rester. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit ok, on va voir ce qu'on peut faire et tout. Et finalement, en fait, ça m'avait donné de la force. Et j'avais accumulé de la force aussi sur les dernières saisons, parce que j'avais ce temps qui me permettait de travailler individuellement sur moi, de mieux comprendre les choses. Et en fait, je voulais pas arriver à me faire virer de Saint-Étienne de cette façon-là. En fait, c'était comme si pour moi, dans mon fort intérieur, je voulais pas arriver à cet échec-là, et je voulais leur montrer qu'ils avaient tort en fait, et que tout ce que j'avais vécu ces dernières années, parce qu'on me reprochait d'être blessé, on me reprochait d'être absent, mais en fait ils n'avaient pas compris la réelle cause. Et j'ai compris à ce moment-là qu'ils me feraient pas de cadeau par rapport à ça, et que au final le temps que j'avais pris ces 2 ans-là à me soigner parce que j'étais pas bien, simplement j'étais pas bien, quand j'ai commencé à aller un petit peu mieux, j'étais rentré dans une sorte de quête personnelle à me dire non, ça peut pas se passer comme ça, vous êtes gentil. J'avais repris un petit peu de force mentale, justement, et puis j'ai dit, moi, il me reste 2 ans de contrat, je vais finir mes 2 ans à Saint-Étienne, et c'est pas vous qui avez décidé demain de m'envoyer à l'Avignon. Et en fait, je me suis remis à l'entraînement, je me suis entraîné, je pense que
Coach Galtier l'a vu et puis voilà, il a le dernier match de préparation justement contre Avignon, il me fait jouer, ça se passe bien et puis la semaine d'après je joue au Parc des Princes pour la première journée et j'ai joué toute la saison, j'ai fait plus de 30 matchs je crois cette saison-là et quand on parle de satisfaction, je me souviens voilà que Damien il était venu me voir 5 mois après le début de la saison en me disant voilà je me suis trompé. T'as bien fait de rester et puis on est content que tu sois resté. Le président aussi était content que je sois resté parce que j'étais redevenu un joueur de foot qui apportait à l'équipe et l'équipe marchait bien à ce moment-là et voilà c'était un petit peu pour moi une fierté parce que je savais d'où je venais et c'était aussi leur montrer que voilà que ils avaient certainement raison parce que j'étais pas comment dire rentable sur le terrain, mais il y avait des raisons à cela et que même si eux les avaient oubliés, moi je les avais pas oubliés. Je savais qu'à un moment donné, j'allais retrouver quand même du plaisir sur le terrain, quoi. 2010-2011, c'était une saison qui a permis au club de se remettre un peu en marche et qui a entraîné tout ce qui s'est passé de bien derrière. Toi, tu as beaucoup joué, vous avez gagné le 100e derby. Et malgré tout, un an après, tu te retrouves dans le loft pour toute ta dernière saison stéphanoise. Ça t'a pas dégoûté du foot finalement ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été... En fait, je sortais de 2 ans difficiles. J'ai reconnu cette saison où j'ai pris beaucoup de plaisir, où c'était une super saison individuellement et collectivement. Et je pense que même le public s'en souviendra avec ce 100e derby. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que voilà, je joue, je crois, mon dernier match contre Rennes à Saint-Etienne. Et à ce moment-là, et avec le recul aujourd'hui, je m'imagine jamais que c'est presque un des derniers matchs que je vais jouer en Ligue 1, quoi. Et parce que je suis sur 30 matchs, tout se passe bien, le coach est content, tout le monde est content, ça se passe super bien. Après, je pars en vacances et je reviens au mois de juin, fin juin, je fais la reprise, tout se passe bien, je fais le premier stage, tout se passe bien. Et la veille du deuxième stage, Galtier il me convoque et il m'explique que je pars pas en stage, qu'il va falloir que je trouve un autre club et tout. Et voilà, donc dans une entente, j'écoute ce qu'il me dit. Je prends acte que je vais pas partir en stage et je lui pose juste une question, c'est de savoir voilà si j'ai pas trouvé de club d'ici la fin du mercato, comment ça se passe, quoi. Et il m'explique droit dans les yeux que si t'as pas trouvé de club fin août, comme t'es quelqu'un que j'apprécie, comme t'as été dans la concurrence et que t'as fait voilà, t'es quelqu'un de bien, donc fin août si t'as pas de club, tu reviens dans le groupe et tu rentres dans la concurrence et si tu dois jouer, tu joueras. Donc moi je me dis voilà, au moins c'est clair et il y a pas de problème et ça c'est son choix de vouloir recruter quelqu'un d'autre pour le championnat, mais je sais au moins que si jamais je trouve pas de porte de sortie, je pourrais réintégrer le groupe et faire valoir mes qualités, quoi. Donc pour moi, je lui serre la main et terminé. Et puis de ce jour-là jusqu'à la fin de la saison, j'ai pas reparlé une seule fois à Christophe Galtier et oui. Je me suis retrouvé à l'écart. Voilà, depuis ce moment-là où j'ai dit au revoir à Christophe, et je me souviens, c'était un vendredi, c'était la veille, j'ai même mangé avec lui avant qu'il parte en stage et qu'il joue ce match contre le LOSC. Et de ce jour-là jusqu'à la fin de la saison, j'ai pas eu aucune discussion avec Christophe et je suis jamais revenu même dans le vestiaire de l'équipe première, quoi. Et j'ai même pas joué un match en réserve et j'ai été comme d'autres, hein, j'étais pas le seul, mis dans le loft et à nous pousser à partir toute la saison et voilà. Après j'ai fait une saison sans jouer, c'était même si j'aurais pu peut-être avec un agent un peu plus réactif avoir 2-3 situations pour sortir qui auraient pu me correspondre. Mais après, j'ai fait 1 an sans jouer. Et puis après, à 32 ans, c'était compliqué de rebondir. Et puis, ayant vécu cette injustice, je voulais pas rester là. Donc après, c'est parti en procès qui a duré 5 ans. Et puis voilà, les choses qui sont enchaînées. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas une fin de carrière que j'aurais souhaité. Jamais j'aurais imaginé que ma fin de carrière se termine comme ça. Alors que moi, j'ai toujours été dans tous les clubs où je suis passé au service du club. Et j'ai toujours essayé de bien faire. J'ai toujours eu des bons rapports avec les gens que j'ai côtoyé et que j'étais un joueur pour le coup collectif, un joueur de vestiaire, et d'avoir à vivre ça sur la fin de ma carrière et en sachant en plus les raisons du début de la rupture, en fait, du divorce, ça me faisait du mal, ouais. Et puis j'arrivais pas à comprendre en fait que après cette saison où j'avais tout joué, qu'on puisse délibérément me remettre dans une situation qui allait être vraiment inconfortable pour moi. Alors que c'était juste des aspects financiers, des aspects sportifs, quoi. C'était c'était pour moi, j'arrivais pas à le concevoir en fait. On me prive de m'entraîner avec l'équipe première, de me donner la possibilité de montrer mes qualités, alors que je venais de faire 30 matchs sur l'équipe première de Saint-Etienne et que ça s'était bien passé. Ça, j'avais du mal à le palper, quoi.
Il n'y a pas eu d'explication autre qu'on voudrait mettre quelqu'un d'autre à ta place? Ah non, il n'y a pas eu d'explication. Je te dis, j'ai reçu, c'est Hubert, le kiné, qui m'a recommandé le 27 ou 28 août. Et dans recommandé, on m'expliquait que à partir du lundi du 1er septembre, que je devais vider mon vestiaire et aller dans le vestiaire de la réserve jusqu'à nouvel ordre. Et le nouvel ordre, il a duré jusqu'à la fin de la saison. Et donc, j'ai pas eu d'explication. L'explication, c'était on veut renouveler l'effectif, on veut prendre des joueurs à ton poste. C'est là qu'ils ont pris Pascal Mignot. Ils ont pris aussi un défenseur brésilien qui venait de gagner la Coupe d'Europe, qui est venu et qui n'a pas joué un match pendant 6 mois, d'ailleurs, qui est reparti au bout de 6 mois, et qui s'était mal passé avec le coach. Donc il n'a pas joué. Donc voilà, avec le recul, je me dis, voilà, ils ont pris des joueurs, mais en fait, lui, il a pas fait un match à Saint-Etienne. Moi, j'étais en réserve, je ne pouvais même pas jouer. Donc c'était compliqué de montrer mes qualités. Et puis après, c'est parti dans un truc. C'est parti, voilà, j'ai dit la seule solution que j'ai, moi, pour défendre à la fois mon image et aussi ma perception des choses, c'était d'aller en procès. Et malheureusement, un procès, ça dure 3 ans. Donc en 3 ans, moi, j'en ai pris plein la tête parce que après, c'est une bataille de médias interposés. Il y avait des gens qui s'en mêlaient, les supporters et tout. Et forcément, quand on est supporter, on va prendre fait et cause pour son club. Et c'est toujours le joueur qui est un peu victime de tout ça. Mais malheureusement, le procès m'a donné raison. D'ailleurs, ils ont été condamnés pour harcèlement moral. Donc c'est bien qu'il y a eu des choses pas claires là-dedans. Mais voilà, je pense que les gens concernés, j'ai pu en reparler avec Alain Blachon, avec Tarak. Des fois, je recroise. Je suis souvent à Saint-Etienne maintenant, donc je croise beaucoup de monde, des supporters, même des Green Angels, des Magic Fans que j'ai connus à l'époque, qui avaient une vision extérieure à la situation, qui aujourd'hui constatent bien que je disais pas que des bêtises et que ma situation était particulière et que c'était finalement une injustice que d'avoir enchaîné toutes ces choses-là que je méritais pas, je pense. C'est une fin d'aventure qui est assez triste au bout de 4 ans. Malgré tout, tu dis que tu es encore régulièrement à Saint-Étienne. Tu as gardé quel lien avec la région, la ville et peut-être même le club? J'ai encore beaucoup d'amis. Après, je suis pas quelqu'un de je sais faire la part des choses aussi. C'est pas le club en lui-même qui est, pour moi, ça reste un grand club, un beau club avec une grosse ferveur, avec des gens aussi que j'ai plaisir à voir. Je te parlais tout à l'heure de Frédéric Dugan. Aujourd'hui, il est sur les 17 là-bas. J'ai toujours des contacts avec Tarak. J'ai les kinés qui je suis en contact encore, même des gens de la formation. Donc j'étais avec Philippe Guillemet en formation l'année dernière. On était souvent amené à parler de Saint-Etienne aussi. C'était des bons moments. Et puis voilà, j'aime bien la région, j'aime bien l'état d'esprit de la ville. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. J'ai joué à Lyon aussi, donc c'est une ville que j'apprécie aussi également. Donc voilà, le fait surtout de revoir des amis, de repartager des souvenirs, même si l'expérience de Saint-Etienne au niveau sportif, elle sera un goût amer, mais j'ai quand même vécu des bons moments. Et je sais que mon sort, il a été scellé par 2-3 personnes qui avaient une façon de manager qui prenait pas tous les éléments en compte, à mon sens. Et je pense qu'il y avait moyen de mieux faire et il y avait moyen d'avoir des résultats différents. Donc voilà, avec un peu plus de bon sens. Mais je sais que c'est pas l'ensemble du club et je sais, même si j'étais aussi un petit peu chamboulé par les supporters à l'époque. Voilà, c'est juste que je pense que tout le monde n'avait pas compris un petit peu la situation et c'est normal. Ouais. Et je leur en veux pas. Donc voilà, le temps il a passé. Le club a connu d'autres bons moments, d'autres bons clubs. Il y a eu d'autres problèmes aussi. Et j'espère que le club s'en ressortira. Et après, les voir en Ligue 2 aujourd'hui, ça fait quand même un peu mal au cœur. Et je sais que c'est un club de Ligue 1 et j'espère qu'il retrouvera sa place. Mais je sais faire la part des choses et je suis quand même content d'avoir pu porter ce maillot et d'avoir pu jouer dans ce stade. Et puis d'avoir pu, à l'image du 100e derby, vivre des émotions comme ça, soit sur ce match de championnat, soit au travers de la Coupe d'Europe, parce que jouer la Coupe d'Europe, ça restera, même si on n'a pas, je pense que j'aurais pu la jouer encore un petit peu plus, d'avoir eu la chance de la jouer alors que le club n'avait pas joué depuis des années, ça restera aussi des bons souvenirs. Dans ce podcast, j'aime beaucoup les expériences insolites, les voyages. Toi, tu as été servi parce que tu as joué en Inde il y a 10 ans, pile. C'est une époque qui a duré peut-être 2-3 ans, je dirais, où ils ont réussi à attirer pas mal de joueurs confirmés. Je me souviens que
outre toi, il y avait Robert Pires, il y avait Nicolas Nelka ou David Trezeguet pour parler des Français. Ouais. Et je crois même que tu as gagné, toi, ce championnat. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé là-bas et ce qui t'avait donné envie d'aller voir sur place? Je me suis retrouvé là-bas un peu par hasard. Après Saint-Etienne, j'ai été faire une expérience à Troyes. Je suis resté 6 mois. Enfin, j'ai pas eu de chance que j'avais 2 ans de contrat à Troyes. Donc j'ai signé 6 mois. Donc j'avais la deuxième année pour si jamais on arrivait à se maintenir en Ligue 1. On est descendu, donc j'ai pas eu la deuxième année. Donc je me suis retrouvé sans club. Et après, suite à ça, j'ai continué à m'entraîner. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, c'était Bruno Satin qui connaissait bien mon agent. Et Bruno Satin avait été chargé de s'occuper du recrutement de joueurs européens et français donc, pour Challenge en Inde. Et donc il a pensé à moi et c'est comme ça, c'était comment dire, comment il s'appelle? Oh là, j'ai oublié. Bon, bref, c'était Bruno Satin qui était chargé de ça et donc il a pensé à moi et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de me retrouver là-bas. Alors, il fallait savoir que c'était un championnat qui était monté de toutes pièces. Ils avaient monté des franchises pour pouvoir promouvoir un petit peu le foot en Inde. Donc, dans chaque équipe, il y avait un certain nombre de joueurs indiens, plus un panel de joueurs étrangers. Et voilà, on n'avait pas le choix de son équipe. C'était un peu comme en NBA, c'était des drafts. Donc, moi, j'avais été drafté à l'époque comme une soirée. Il y avait une soirée où il y avait, comme en NBA, quoi, la soirée de la draft. Donc, c'était marrant. C'était marrant à suivre. Ils avaient organisé une grosse soirée en Inde et nous, on découvrait un peu comme ça, au fur et à mesure de la soirée, où on allait atterrir. Donc, moi, j'avais été drafté par l'Atlético de Kolkata. Donc, c'était un club qui était dirigé par un actionnaire de l'Atlético Madrid, en fait. Donc, Okay. C'est pour ça qu'il les avait appelés. C'était un actionnaire chinois, indien qui était actionnaire du club de l'Atlético, mais donc, qui avait pris ce club à Calcutta. Donc voilà, donc on a eu la chance, donc j'étais là-dedans. Donc moi, dans mon équipe, il y avait beaucoup de joueurs espagnols. Donc le coach était un coach Abbas, qui était un coach espagnol. Et il avait pris beaucoup de joueurs espagnols aussi. Enfin, ils avaient drafté beaucoup de joueurs espagnols. Donc moi, je me suis retrouvé là. Donc on avait eu la chance de faire la préparation avant d'aller en Inde sur les installations de l'Atlético de Madrid. Donc où j'avais pu recroiser des joueurs avec lesquels j'avais joué comme Thiago, Miranda, des joueurs que j'avais connus au championnat de France. Et puis on était allé de Madrid, on était allé pour faire cette compétition. Donc c'était une grande aventure. C'était vraiment la découverte. Moi, je n'étais jamais en Inde, je connaissais pas trop. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un grand changement et c'est quelque chose qui, au-delà du niveau sportif, parce que l'expérience a été extraordinaire. On jouait à domicile à Calcutta, il y avait 120 000 personnes dans le stade était complet. C'était une ambiance un peu comme on a vu à la Cannes, un peu à l'africaine, où il y a beaucoup de joie, où il y a beaucoup les gens viennent pour un spectacle, il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas d'agressivité, c'est vraiment la fête. Et ça, je pensais pas en allant en Inde découvrir des publics comme ça. La moyenne du tournoi, c'était 70 000 personnes dans les stades, enfin des gens plein de couleurs, des gens plein de vie. C'était assez incroyable et de voir que ces gens-là, c'était beaucoup de la pauvreté. Enfin, en Inde, c'est tout ou rien et voilà, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es très riche, soit tu es très très pauvre. Et de voir des gens avec très très peu de moyens qui étaient limite plus heureux que nous en fait au quotidien, ça m'a assez au départ bouleversé. Et puis après, je me suis questionné par rapport à ça et au niveau culturel, c'était très enrichissant pour moi. Et si bien qu'au bout de 6-8 mois là-bas, c'est difficile de partir parce finalement, on a ce qu'ils appellent souvent le syndrome de l'Inde. On a du mal, on se sent un peu, on se sent un peu libre là-bas, on se sent un peu dans une atmosphère particulière. On a du mal à en partir. Mais j'ai gardé encore aujourd'hui beaucoup de contacts avec des gens qui sont sur place. Et j'espère que j'aurai l'occasion un jour d'y retourner parce que c'est une expérience. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, il y a des gens qui adorent, mais pour moi, c'est une expérience qui m'a beaucoup, qui a été très enrichissante dans le fait de voir que il n'y a pas que la France, il n'y a pas que le championnat de France, il n'y a pas que ce qu'on voit nous dans notre pays, il y a aussi d'autres choses à l'étranger, mais il y a aussi d'autres façons, voilà, une autre façon de voir la vie, une autre façon d'appréhender les choses, d'appréhender les problèmes, d'appréhender plein de choses. Et pour prendre du recul, je pense que ce voyage en Inde, il a été bénéfique pour moi parce que quand on voit certaines choses là-bas et qu'on n'imaginait pas avant, qu'on voit les gens la façon de vivre des gens, comme je dis, le peu de moyens qu'ils ont,
l'approche qu'ils ont de la vie, l'approche qu'ils ont du bonheur et l'approche qu'ils ont d'être simplement conscient d'avoir la chance de vivre et de chercher du plaisir. Comme c'est vrai nous, on a plus tendance à se prendre la tête souvent pour des petites choses. Et c'est toujours agréable de le constater et puis de pouvoir essayer de le remettre en place quand on est de retour ici, quoi. Tu avais pu sortir un peu du cocon, entre guillemets, du footballeur pour aller au contact de la réalité sur place? On avait l'opportunité. Bon, nous, on était logés dans des hôtels. Mais après, on était à Calcutta. Et Calcutta, dès qu'on sortait, tu te retrouves rapidement dans les réalités de la ville, même si c'est une grosse ville, quoi. Calcutta, il y a beaucoup de monde. Après, on n'a pas eu la chance d'aller dans les campagnes où vraiment on peut voir la plus grande pauvreté, mais tu la vois déjà dans une ville comme Calcutta. C'est assez marquant. Enfin, tu vois, j'ai vu des gens qui avaient la lèpre, j'ai vu des familles entières dormir dans la poussière, manger par terre. Enfin, tu vois des trucs que t'es pas préparé à voir, quoi. Et quand tu découvres ça, au début, c'est assez choquant. Et puis après, plus le temps passe, plus tu es immergé là-dedans. Et puis tu es au contact des gens. Les Indiens sont des gens très, très curieux. Donc, c'était marrant au début parce que nous, quand on sortait, on allait on allait se promener dans la rue. On était toujours suivis par 4-5 gamins ou par des gens qui nous suivaient. Tu tournais la tête, ils étaient derrière toi. Tu faisais 1 kilomètre, ils étaient derrière toi. Ils te suivaient, en fait. Et c'était juste leur façon à eux de savoir un peu qui t'étais, ce que tu faisais là et pourquoi. Mais c'est vrai que c'est assez intriguant au départ quand tu vis ça. Alors, la première fois, la deuxième fois, c'est bizarre. Et puis là, au bout de 3-4 fois, tu vas parler avec eux, quoi. Et puis donc, tu t'aperçois que c'est juste, il n'y a aucune méchanceté, c'est juste de la curiosité. Puis ça t'amène à discuter, ça t'amène à échanger. On a eu des discussions aussi sur les façons de vivre, de voir les choses. On s'aperçoit que c'est différent et que nous, on a de la chance aussi de pouvoir avoir plein de liberté finalement dans pas mal de domaines. Et plein de... Voilà, on a une façon de vivre pour nous aujourd'hui qui est libre par rapport par rapport aux Indiens, notamment par rapport aux castes, par rapport aux différentes situations sociales des différentes familles indiennes. Enfin, ils ont des critères qui sont pas les nôtres, donc c'est complètement différent. Donc voilà. Je pense que pour moi, ouais, ça restera une belle expérience et surtout, ça restera une expérience de fraternité parce que, comme j'ai dit, au-delà du résultat, même si on a gagné le tournoi, c'était une superbe aventure, mais c'était pas le principal. Le principal, c'est on a gagné le tournoi, on est se retrouvé dans notre stade après, acclamé par 100 000 personnes. Enfin, c'était quelque chose d'assez irréel. On s'imagine pas en allant en Inde qu'on va vivre des choses pareilles. Et surtout que les gens étaient heureux. Enfin, je me souviens la première fois quand on est arrivé de Madrid à l'aéroport, les gens ils nous attendaient à l'aéroport comme on peut le voir en Turquie ou pour des joueurs ou dans des pays comme ça, mais où c'est connu. Là, enfin, en Inde, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et c'est vrai que ça restera quand même un super souvenir, quoi. Ça restera un super souvenir. Et puis après, le fait aussi que le championnat soit assez condensé, il y a eu beaucoup de matchs, donc on en jouait beaucoup, on jouait tous les 3-4 jours, il y avait beaucoup de voyages. On prenait souvent l'avion parce que pour aller d'une ville à l'autre, c'est 4 heures, 5 heures d'avion. C'est extrêmement grand, donc on a pu voir aussi on a pu aller à Delhi, on a pu voir aussi pas mal de sites culturels. Donc c'était agréable, c'était sympa. C'est une expérience qui t'a changé, toi, même si ça fait 10 ans, humainement, tu penses? C'est une expérience qui m'a fait du bien par rapport à tout ce que je vivais, en fait, parce que ça m'a sorti... j'ai retrouvé du plaisir sur le terrain de façon comme quand je jouais en amateur, en fait. De se retrouver, c'était vraiment... parce que tous les effectifs découvraient un peu ça, tous les effectifs étaient un petit peu émerveillés par le pays, par l'engouement qu'il y avait autour de cette compétition. Donc, en fait, c'était des joueurs de 30 ans, 35 ans... même les grands joueurs, enfin, j'avais croisé Nicolas Anelka, ou comme tu dis, Robert Pires, il y avait Del Piero, il y avait David James, il y avait des grands joueurs, mais tu sentais que même eux, ils étaient émerveillés par ça et qu'on aurait dit des gamins, quoi. Robert Pires, je me souviens, on aurait dit un gamin sur le terrain. Il avait retrouvé sa fougue de 20 ans, 15 ans, quand on sentait ça, quoi. C'était vraiment le football plaisir pour donner du plaisir aux gens et puis nous profiter de ce qui nous rendait en retour, à savoir l'ambiance, à savoir les couleurs, les senteurs, tout ça, c'était super agréable, quoi. Et en fait, moi, ça m'a reconnecté un petit peu avec ce côté, ah ouais, ça vaut quand même la peine, il y a des choses à vivre, et ça reste du foot, et t'as toujours aimé le foot, donc il faut continuer dans le foot, voilà. Et puis parce que c'est vrai que ma fin de carrière, elle m'avait, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu dégoûté du foot, non pas du terrain,
parce que j'en étais privé finalement, mais de tous les à côté. Et puis je me rendais compte en fait que même en essayant de faire les choses bien, en étant quelqu'un de bien, de par mon éducation, de par mon parcours aussi, bah, tu t'aperçois que des fois tu maîtrises pas des choses et qu'il y a des choses il y a des gens qui vont te faire du mal et des gens qui vont voilà, c'est la vie quoi. Après ça m'a aidé à faire la part des choses entre le terrain et les à côté. Et aujourd'hui, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, bah, je sais dans quel milieu je suis. Je suis pas naïf par rapport à ça, mais tout ce que je peux essayer d'apporter de bien aux jeunes et essayer de leur donner les armes pour être solide à des situations difficiles qu'ils pourraient rencontrer. C'est un peu ça qui m'anime aujourd'hui. C'est plus une quête et voilà, j'essaie de transmettre à ces gamins-là le peu d'expérience que j'ai pour pouvoir les aider à faire face à différentes situations simplement. Bah écoute, c'est un beau message. Je te propose de finir là-dessus parce que j'ai déjà un peu abusé du temps qu'on avait prévu, mais c'était hyper intéressant de t'entendre. Je te remercie encore une fois d'avoir pris tout ce temps pour nous raconter ça. Et puis, moi, je te dis à bientôt du côté de Saint-Etienne. Ouais, ça marche. Pas de souci, Franck. C'était un plaisir. Merci à toi, Sylvain. Merci beaucoup. Ça marche. Allez, à bientôt. Un grand merci à Sylvain pour son temps et sa confiance. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, merci de prendre encore 2 minutes pour lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça aidera à le faire connaître à d'autres personnes. Faites tourner aussi à vos proches et invitez-les à nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram pour discuter. Autrement, vous le savez, vous pouvez m'écrire par mail à dessous-de-verre@gmail.com. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!